Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui s'intéresse aux conditions de production et au processus de création de ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Mieux comprendre vos ados que nous vous proposons puisque c'est un continent que les plus de 20 ans connaissent pas ou peu que nous intéressons, celui de YouTube et des YouTubeurs. Je suis pour cela, comme chaque mois et chaque fois, en compagnie d'Olivier Alexandre. Salut. Bonjour. Olivier, qui avait signé, je le signale quand même, dans le premier numéro de la Revue du Crieur, un article intitulé YouTube ou l'imaginaire sous contrôle, dont on reparlera peut-être. Et donc pour discuter de YouTube et des YouTubeurs et d'autres choses, nous avons le plaisir d'accueillir Adrien Labastière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de Golden Moustache, qui est un des principaux, comment on dit, alors c'est un studio. C'est ça, une chaîne humour C'est une société de production de contenu qu'on diffuse sur Internet. D'accord. Donc, on va montrer assez rapidement aux abonnés de Mediapart qui ne sont peut-être pas encore très tous abonnés à Golden Moustache ce que c'est, mais une question sur le nom, parce que nous, ici à Mediapart, la moustache, ça nous intéresse. Ça vient d'où? C'est un hommage à Edoui Plenel. Vous saviez qu'il allait gagner de l'argent avec Mediapart, et vous vous êtes dit Golden Moustache. On hésitait entre Cabrel et Plenel, et puis on s'est dit quand même c'est important de... Non, en fait, on ne le dit pas, c'est un secret qu'on garde pour nous. Quelle est l'origine du nom, on le dira peut-être un jour. Mais, Ah oui, parce qu'il n'y en a pas? Si, il y a un truc. Mais... Donc, je propose que pour les abonnés Mediapart qui ne sont pas complètement au courant de la production de Golden Moustache, on regarde un extrait d'une de vos productions. Je précise que c'est vous qui l'avez choisi. Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait encore là? Je sais pas, je me souviens juste de... Je sais pas. C'est quoi cette voix là? Ouais, je sais pas, j'ai dû trop gueuler. Oh mon dieu. Ouais, je me souviens juste du début, quoi. Salut mec. Salut les gars. Bah rentrez hein, on va se mettre bien. Elle arrête pas, il biatch là. Ouais, y'a Robin qui devrait pas tarder là. Ah, tu viens? Moins fort les gars. Hein. Ouais. Eh, tu fais quoi? Je fais pipi. Il y en a qui veulent aller au cabinet là. Hein. Ouais, hein. T'es vraiment dégueulasse quand tu fais ça. Mais ferme ta gueule. Ah, ça doit être Flash. Salut les pédés. Énorme. Après, c'est le blackout. Ça se trouve, c'est pas nous qui avons fait ça. On sait pas. Hein. Oh, les mecs, on m'a pété à mon cœur. Oh dur. Oh Charles, tu peux checker nos souvenirs parce que c'est flou en fait. Hein. Ok, je fais ça. Non. Alors, on n'a pas pu tout voir en entier, mais je précise que à la fin, il y a un dessin d'une grosse bite sur la Lune qu'on n'a pas vu là. Très belle description. Très belle description. Moi, c'est ça qui m'a... Encore un hommage. Alors là, vous allez avoir plus de mal à trouver dans notre bibliothèque un élément, mais on va tout tenir secret. Vous comprenez, quand on voit ça, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est d'autre que de la potacherie, de l'ironie? Enfin, est-ce que c'est donc ça que vous produisez, juste ça? Effectivement, nous, essentiellement, on produit du contenu marrant. C'est beaucoup d'humour. On essaie de l'ouvrir un peu comme à d'autres choses. Parfois, on fait des choses un peu plus sensibles. Ça ressemble pas encore à Jean-Luc Godard, ce qu'on fait. Mais... Qui n'est pas particulièrement sensible comme cinéaste. Absolument vrai. Mais on se dit qu'en fait, on a la chance d'être suivi par pas mal de gens des 18-35 ans. Et que du coup, quand on peut, c'est pas mal non plus d'avoir un message un peu plus profond, de les sensibiliser à quelques thèmes de société qui nous tiennent à cœur. Et du coup, mais que la forme humoristique, c'est une forme assez puissante, en fait. C'est-à-dire que les gens, ça retient l'attention des gens, ça les distrait. Donc parfois, on baisse un peu le curseur de l'humour et on essaie d'être un petit peu plus, donner un petit peu de sens à ce qu'on fait. Ouais. Sur les youtubeurs, sur Golden Moustache ou sur les secrets gardés en Suisse à propos de... Non, les secrets gardés en Suisse, on peut s'en passer. Non, mais je crois qu'on peut dire un mot déjà de ce qu'est les youtubeurs ou de ce qu'est YouTube. Donc c'est une société fondée en 2005 par 3 anciens de PayPal. PayPal qui est cette entreprise de micro-paiement et de paiement par Internet, dont un certain nombre d'entrepreneurs de la Silicon Valley ont fait fortune, et notamment donc, ces 3 fondateurs de YouTube, rachetés en 2006 par Google,
pour 1,65 milliard de dollars à l'époque, ce qui avait fait grand bruit, puisque c'est une des sociétés qui a été le mieux vendue au cours de ces 10 dernières années dans l'économie numérique. Et avec ce programme de favoriser, faciliter la transmission, le téléchargement de vidéos, ce qui passe par une forme petite par rapport aux médias traditionnels, notamment la grande image, qui a une économie du symbole, de l'auteur, de la perspective, de la vision. Là, avec YouTube, on a plutôt une économie des petits formats, une économie du partage, une économie de la communication. Internet et YouTube de ce point de vue-là, c'est avant tout un média de la communication. Et au bout de quelques années, à la fin des années 2000, au début des années 2010, on a commencé à voir des auteurs, plus précisément des collectifs, investir la toile. Et YouTube, plus ou moins professionnalisé, et là en l'occurrence avec Golden Moustache, on a vraiment une des formes les plus professionnalisées de YouTubeurs. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que YouTube, c'est une planète avec plusieurs continents qui sont plus ou moins imbriqués. En l'occurrence, on parle de l'humour, mais il y a aussi la beauté, il y a aussi le jeu vidéo qui est particulièrement important sur cette planète. Il y a aussi tout un pan de critique assez fine, assez traditionnelle d'une certaine façon, sur le cinéma, sur les séries, sur les jeux vidéo encore. Mais ce qui est effectivement un petit peu difficile d'identifier pour les gens qui appartiennent aux anciens médias, comme vous, Joseph, c'est en quoi... On est un nouveau média. Vous êtes un nouveau média, mais... bien sûr. C'est en quoi YouTube fait événement et en quoi les YouTubeurs ont un mode spécifique de communication qui n'est pas forcément petit parce que les objets sont minimes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est potache que ça ne fait pas sens, voire que ça ne s'inscrit pas dans une culture parfois très fine, très sophistiquée. Et de ce point de vue-là, les vidéos YouTube ont parfois autant de valeur dans leur déroulé que dans les comments qu'on peut trouver en bas de vidéos. Alors, 2 ordres de questions. Combien de personnes travaillent à Golden Moustache et c'est quoi le profil un peu? Et alors, quel sens ça dessine? On est une vingtaine à travailler chez Golden Moustache. C'est des gens qui sont... Il y a des gens dans la production, il y a des gens qui sont dans le marketing et il y en a qui travaillent sur la partie commerciale, c'est-à-dire vendre l'espace publicitaire essentiellement. Et la spécificité de ce qu'on fait, nous, elle est plutôt du côté du marketing en fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, fabriquer de la vidéo, ça reste un métier assez traditionnel, qui n'est pas très différent d'une boîte de prod de télé. On le fait de manière un peu plus agile, on va dire, mais sinon ça fonctionne vraiment de la même manière. Si vous regardez une feuille de tournage ou c'est un devis, c'est la même chose. C'est le marketing qui est un peu différent parce que sur Internet, vous en faites l'expérience vous-même. Il y a une concurrence incroyable de contenu tout le temps et tout le monde essaie de solliciter en fait le temps d'attention des gens. Donc si vous n'avez pas une bonne compréhension de à qui vous vous adressez, de quelle manière vous allez pouvoir vous adresser à cette communauté, c'est assez difficile d'émerger en fait tout simplement. Donc nous on a mis une attention très spéciale là-dessus, juste pour pouvoir exister en fait et commencer à consolider une communauté de gens qui nous suivent. Et le sens qu'on y donne, c'est disons que à la base, notre envie, ça a été d'avoir un espace plus libre que la télévision pour pouvoir s'exprimer. Plus libre parce que moins de contraintes d'audience, moins de formatage, pas cette contrainte de la diffusion linéaire aujourd'hui. Et puis aussi parce qu'on s'adressait à des gens différents, en fait, à une cible. On appelle ça les millennials ou je sais pas, la génération Y, il y a plein de mots, mais ça veut dire les jeunes en gros, qui ne sont pas forcément représentés à la télévision. Parce que ce n'est pas les cibles publicitaires de la télévision traditionnelle, c'est-à-dire qu'on parle de la femme responsable des achats, des CSP+, je sais pas, des 25-49, des 18-49, bref, ceux qui ne sont pas très représentés, un peu mais pas beaucoup, c'est les jeunes. Et donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour leur parler d'eux-mêmes, de leur vie et tout ça. Mais alors c'est quoi l'économie? C'est que les annonceurs? Parce qu'on voit, un studio de production, on voit à peu près comment ils financent. Là, sur YouTube, c'est quand même assez différent. Il y a 2 manières de gagner de l'argent. Il y a d'abord la publicité. Vous mettez des contenus en ligne sur YouTube, ça génère de l'audience. Et derrière, les annonceurs nous appellent en disant on aimerait que vous fabriquiez des contenus pour notre marque dans les mêmes codes de ce que vous faites. Et donc, on fabrique ces contenus, donc on vend de la production. Et puis derrière, on vend également de l'espace publicitaire, c'est-à-dire des pré-rolls ou des bannières, parce que ça permet de lancer la vidéo qu'on a produite. Et donc c'est un modèle où c'est comme si vous aviez une chaîne de télé où vous vendez l'espace publicitaire et vous vendez la fabrication même de la publicité que vous faites. Ça c'est le moyen, c'est la pub. Puis un autre moyen de gagner de l'argent, c'est qu'à partir de
la notoriété qu'on a engendrée, il y a des gens qui deviennent plus ou moins connus et on peut faire de la télé, du cinéma, des livres, du spectacle, etc. Donc une sorte de diversification. Mais ça reste des modèles économiques assez fragiles parce que si vous prenez par exemple la vente d'espaces publicitaires, vous savez, le chiffre qu'on donne souvent sur YouTube, il est assez vrai, c'est si vous faites 1 million de vues, vous gagnez 1 000 euros. Donc, mettons que vous fassiez fabriquer une vidéo qui vous coûte 10 000 euros, par exemple. Pour l'amortir, il faudrait, et amortir uniquement le coût de production, hein, j'entends pas le reste, hein, il faudrait faire 10 millions de vues. Pour amortir le reste, il faudrait faire 20 millions de vues. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et du coup, si vous filmez seul dans votre chambre, là, le coût de production, par définition, est minime. Et Norman, il fait peut-être 10 millions de vues. Là, effectivement, économiquement, ça a du sens. Si vous fabriquez des vidéos comme celle qu'on a regardée, qui doit coûter, je pense, en fait, je le sais, ça doit coûter précisément 11 000 euros, je crois. Ça a peut-être fait 10 millions de vues, 11 millions de vues. On commence enfin à amortir le coût direct de production dessus. Et 11 000 euros, c'est plutôt haut en termes d'échelle de production. Et c'est beaucoup, beaucoup, Ouais. Pour une chaîne comme ça. Alors, par rapport à cette économie, Olivier, dans l'article là dont je parlais, YouTube était décrit comme un Far West. Il y a quand même peu de gens qui atteignent la ruée vers l'or. Enfin, la ruée vers l'or est composée de nombreuses personnes dont peu trouvent la mine. Vous citiez Norman, il y a Cyprien, il y en a quelques-uns qui, effectivement, aujourd'hui obtiennent de sérieux émoluments, mais ça reste très limité. Oui, absolument. Enfin, western, c'est une métaphore qui a souvent été utilisée par les pionniers d'Internet, par les premiers youtubeurs aussi, pour évoquer à la fois la virginité du territoire occupé et la possibilité de l'occuper de façon extrêmement libre, avec une liberté de ton, une liberté de forme, une liberté de propos. Alors c'est vraiment moins formaté, parce que par rapport à ce que disait Adrien Labastien. Il y a des différentes façons de l'envisager. La première chose, c'est qu'il faut bien garder en tête que YouTube, en termes macroéconomiques, c'est pas une entreprise rentable aujourd'hui. Donc elle est adossée à Google avec un modèle économique type Google, c'est-à-dire gratuité du partage, mais financement via de la publicité, donc un financement indirect. Et ce problème de rentabilité, il se retrouve aussi pour la majorité des youtubeurs, puisqu'on parle toujours des 10, 15, 30 même youtubeurs en France et à l'international qui peuvent éventuellement très bien gagner leur vie. On parle pour les 3 premiers, Cyprien, Norman et Squeezie, entre 100 000 euros de revenus par an jusqu'à 500 000 euros par an. Plutôt des situations confortables, mais pour la majorité des youtubeurs, ceux qui prétendent avoir une large communauté d'audience sur le net, c'est beaucoup plus compliqué et on s'inscrit très souvent dans des formes d'amateurisme. On est plus dans le cas soit du journal intime, soit de la communication de lettre de fan. Il y a une très belle étude qui a été faite par une sociologue, Dominique Pasquier, sur Hélène et les garçons, dans les années 90. Un livre qui est intitulé La culture des sentiments, où elle expliquait très bien ça, comment et pourquoi Hélène et les garçons parlaient à des jeunes filles de leur âge, précisément parce qu'en quelque sorte elles se mettaient à leur niveau, entre guillemets, ce qui pouvait entretenir toute une galaxie de discussions, de communication, soit des fans directement au programme, le courrier des lecteurs, soit entre collégiennes ou entre lycéennes, puisque ça permet de libérer les discours. Et cette trilogie-là, on la voit à l'œuvre à travers un certain nombre de productions YouTube. C'est vrai pour la beauté, mais c'est vrai aussi pour l'humour. Comment est-ce que vous savez à quel moment vous réussissez à parler aux jeunes ? C'est jamais vraiment, mais la vraie différence avec la télévision, par exemple, c'est le fait que c'est un outil de diffusion qui est très participatif. Donc vous voyez le nombre de gens qui ont apprécié votre contenu et ceux qui ne l'ont pas apprécié. Parce qu'il le notifie. Puis il y avait les commentaires dessus. Et vous avez raison de dire qu'en fait, un contenu YouTube, c'est à la fois celui qui est publié et les réactions qui l'entraînent. Et parfois, les réactions sont plus marrantes que le contenu lui-même. Il y a surtout un jeu, je veux dire. Oui. La production intègre elle-même la capacité de réaction de la communauté qui joue avec le producteur. Absolument. C'est-à-dire que ça peut passer par des trucs interactifs, mais en réalité, on le fait assez peu, ce genre de choses, parce que c'est un peu grossier. Mais souvent, ce qu'on appelle les easter eggs, c'est-à-dire on met des choses dans le contenu qui vont intriguer les 1% de gens particulièrement attentifs. Donc les œufs de Pâques. Et des œufs de Pâques, et qui vont générer du coup de la conversation autour de ce truc-là. Mais c'est un marketing qui est sur YouTube, mais qui est en général dans le digital. Le digital, ça généralise un peu, mais
segmente très 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 bien ces populations. Et donc quand vous vous adressez à des gens qui sont fans de ce que vous faites, le meilleur exemple c'est Star Wars ou les jeux vidéo, et ben, en fait les gens sont tellement attentifs à ce que vous faites. Moi je suis un fan de Star Wars, je dissèque vraiment chaque bande-annonce plan par plan. Il suffit qu'il y ait un micro-détail caché dans la bande-annonce, je vais le voir. C'est pour ça que vous dormez peu, Adrien. Absolument, ouais. Et puis il y a des gens qui sont vraiment fous. Dans le jeu vidéo, les gens ont un niveau d'engagement qui est incroyable. Il y avait un mec qui me racontait que son directeur marketing de je ne sais plus quelle marque, que les gens venaient arriver avec des tatouages du jeu sur le corps, etc. Tout. Donc il y a un vrai engagement là-dessus. Et c'est vrai que c'est plus une conversation, en fait, le digital, que dans la télévision où c'est un message unilatéral. Alors ça fait plusieurs fois que vous dites que c'est quand même très différent de la télévision. Or, il s'est passé quand même quelque chose pour Golden Moustache, c'est que vous avez été racheté par M6. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça n'a pas changé grand-chose parce qu'en fait, on a fondé la société ensemble dès le départ. Donc on a commencé notre activité avec M6 comme actionnaire dès le départ. Donc il n'y a pas eu véritablement de changement. Après, de manière opérationnelle, il nous laisse une grande liberté créative et éditoriale, partant du principe que c'est un territoire nouveau, donc il faut essayer. On est très intégré sur le plan commercial de la régie, c'est-à-dire pour vendre de l'espace publicitaire. On travaille un peu avec les antennes, de plus en plus, mais c'est pas évident parce que mettre des contenus web en télé, ça marche ou pas. Parfois ça marche, ça c'est bien, mais parfois ça marche pas. Et donc, de ce point de vue-là, le métier qu'on fait, il est quasiment celui d'un producteur classique de télévision. Et puis, il y a un mélange, je trouve, on bénéficie de l'expérience, on va dire, plutôt business et opérationnelle d'M6, puis sur des trucs qui sont plus nous, lors du marketing. C'est plutôt nous qui venons voir M6 en disant est-ce que vous avez pensé à tel truc. Par exemple, en ce moment, là, on regarde d'assez près le développement de Snapchat. Qui est assez, tout le monde est un peu surpris par la vitesse de développement de Snapchat, c'est vraiment puissant ce qu'ils sont en train de se produire. Et donc, candidement, moi je fais mes rapports en disant voilà, on a repéré tel truc, avez-vous pensé à ça, etc. Ça, c'est plutôt un échange de cet ordre-là. Mais vous comprenez qu'a priori, on se dit ça va non seulement pas être le même format, mais pas le même esprit, pas les mêmes types de consommation, donc que ce soit pas quand même complètement compatible. Parce que vous dites bien qu'au fond, une partie des youtubeurs se sont créés contre la télévision. Donc comment est-ce que c'est compatible jusqu'au bout ? Voilà, le fait d'être racheté par un opérateur historique, même si au départ vous aviez mis les billes ensemble. Ça pose pas de problème quotidien en concret. Le seul truc, c'est qu'il y a les youtubeurs, en fait, certains sont attirés par la télé. C'était le cas des gens de Studio Bagel qui avaient très envie d'être dans le grand journal parce qu'ils trouvaient ça cool, etc. Puis une autre partie des youtubeurs pour qui ça n'a pas d'attrait, en fait, tout simplement. Peut-être que M6 n'avait pas le grand journal aussi. Oui, alors nous, on n'avait pas d'émission d'accueil, donc en particulier, on n'avait pas d'endroit où nous mettre. Mais surtout, il y en a, on va dire, les puristes considèrent qu'à un moment, il n'y aura pas de distinction véritablement entre la télé et autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un écran qui sera sur le mur, gros. Il y a un petit écran dans lequel on parle pour parler à des machins, encore qu'ils parlent de moins en moins visiblement dans leur téléphone. Parce qu'ils me disent, c'est marrant, on ne s'appelle plus. Alors moi, j'ai l'impression d'être un vieux complètement dépassé. Ouais. Et c'est Amazon qui a supprimé la possibilité de laisser un message au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que soit on écrit des mails, soit on se texte parce que ça va plus vite. Et moi, le coup de vieux qui m'a amoché, c'est vraiment, ils m'ont dit, en fait, t'es le seul avec notre père à nous laisser des messages vocaux. Alors, ça, c'est vos salariés qui vous ont dit ça. Ou les talents avec qui on bosse. Je ne savais pas que c'était ringard de laisser un message vocal, mais apparemment, ça se fait plus. Ils m'ont dit, c'est comme si tu envoyais des fax, quoi, tu vois. On n'a pas de lecteur de fax. Ok. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je vais te dire un mot sur l'opposition qui est un peu, en termes de frontières, peut-être un petit peu facile et surtout un peu fausse, parce qu'en réalité, du côté de la production, il y a une vraie continuité, je pense culturelle notamment. On a beaucoup de youtubeurs qui ont été nourris, je pense notamment aux années Canal, mais à des formes différentes de cinéma. Vous parliez de Star Wars à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle en sociologie la culture de la convergence, c'est-à-dire être capable de piocher à différents répertoires, le cinéma, la bande dessinée, le comics, et les vidéos YouTube maintenant. Et puis, il n'est pas tout à fait exact en termes industriels. Tout un tas d'opérateurs historiques de la télévision cherchent aujourd'hui à se renouveler parce qu'ils voient bien que le paysage est en train de bouger très très vite. Et ils ont aussi l'intuition que ça va se passer sur les nouveaux médias avec des nouveaux publics qu'ils ont beaucoup de mal à capter. Et ces nouveaux publics qui représentent précisément un enjeu très fort pour les annonceurs. Puis il y a une vraie innovation là depuis quelques années, c'est Netflix par exemple. C'est très très surprenant en fait Netflix en termes de type de contenu, de gens qui le regardent ce truc-là. En fait, apparemment de ce qu'on dit c'est jeune, le public vraiment il y a un cœur de cible apparemment 15-30 voire 15-25. Et puis les contenus quand vous les regardez, je sais pas si vous êtes abonné à Netflix, mais c'est niche.
C'est vraiment les cartons genre Stranger Things ou des choses comme ça, c'est extrêmement pointu en fait. Et la directrice des contenus de YouTube, qui était ex-Netflix, et en fait la découverte qu'on a faite, c'est qu'à l'échelle mondiale, ce qui était niche avant et qui était pas en télé tout simplement, parce qu'on disait c'est trop petit, à l'échelle mondiale il y a des gens en fait. Et c'est le truc digital, c'est-à-dire que d'un coup vous êtes gothique, il y a des mecs qui aiment ça en fait. Et à l'échelle mondiale, ça fait beaucoup de gens. Du coup, ça justifie le coût de production hyper important pour faire une série télé. Et c'est vrai que on caricature beaucoup, mais regardez les shows télé majeurs des 10 dernières années dans le monde, vous allez retenir House of Cards, Game of Thrones, Mad Men, des choses comme ça, en fait des choses qu'on dit en télé extrêmement segmentantes, et pas comme il y a 10 ans, il y avait Urgence ou CSI ou des choses comme ça, enfin vraiment c'était d'avant quoi. Donc on est en train de découvrir que il y a plein de publics différents, il y a plein d'appétits différents, et c'est plutôt, moi je trouve en tant que fan de ça, une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a enfin des choses diverses et pas standardisées. Mais alors, ce que permet YouTube, c'est une segmentation encore plus forte de la consommation culturelle. Alors, c'est normal, parce que moi, de même que j'ai pas vu tous les Golden Moustache, vous n'avez pas vu tous les contre-champs. Et pourtant, dans le dernier contre-champ, Manuel Alduy, qui était l'ancien directeur du cinéma à Canal, puis des nouveaux contenus, disait, mais au fond, il n'y a pas vraiment d'économie pour la longue traîne, la segmentation trop précise que, a priori, permet le numérique. Mais il faut savoir de quoi on parle. YouTube, dans son programme originel, n'avait pas vocation à produire des contenus autres que des contenus amateurs. Ce qu'on est en train de voir, c'est une évolution, une imbrication entre deux anciennes économies, une économie de la communication, type Internet, et une économie de la production qui ne repose pas du tout sur les mêmes mentalités, ni sur les mêmes mécanismes. L'économie de la production, telle qu'on la connaît dans les secteurs classiques, c'est une économie professionnelle, extrêmement hiérarchisée, avec ce qu'on appelle des gatekeepers, qui font la médiation entre des financiers et des talents. YouTube, de ce point de vue-là, a beaucoup horizontalisé les rapports, avec des phénomènes de niche, et plutôt avec des gens, les communautés de fans, ce qu'on appelle les communautés de fans. Pour les petits YouTubeurs, c'est se parler entre soi, c'est parler aux gens qu'on connaît essentiellement. Et progressivement, on peut construire, développer sa communauté de fans jusqu'au sommet que sont Cyprien et Norman, où là on a quasiment l'entièreté des jeunes connectés. Il faut savoir que plus on est jeune, plus on a des chances d'être connecté. Si on a moins de 17 ans, 92% des jeunes sont connectés. À 25 ans, c'est 82%. Donc il y a une stratification. Et puis plus on avance dans l'âge, plus ça va loin. Mais pour les jeunes, c'est des emblèmes fédérateurs extrêmement puissants. Alors j'aimerais qu'on regarde une autre production de Golden Moustache qui avait fait pas mal parler d'elle. C'était il y a un an, en amont de la COP 21 qui se tenait à Paris. Salut à tous, je sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques. Franchement, 2 degrés, ça casse pas 3 pattes à un canard. Négatif! Parce que 2 degrés sur la planète entière, ça va être une situation catastrophique. La fonte des glaces va faire disparaître des îles et des côtes entières. Ça va pas? Je fais pas comme il faut? Non, c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Internet, c'est pas une mauvaise idée. Si, c'est clairement une mauvaise idée. Et puis surtout, Dave l'a déjà fait. Bon, Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. C'est pas pour faire un lip dub. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez? Un truc badass, quoi. Badass. Ouais, badass. C'est méchant cul. Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme, seul, décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas YOLO. Peut-être m'avez pas dit les ampoules là. C'est des ampoules basse consommation, moi on est sûr de ça? Non, parce que c'est vachement important pour moi. C'était pas Hulot à la base? Comme un hublot mais sans le B? Ouais, mais j'ai un peu peur qu'on le prenne pas au sérieux quand même. Pour moi, c'est pas le bon message. Si on peut essayer d'être un peu moins pessimiste, tu vois. Il a raison. Il faut qu'on trouve quelque chose de plus simple, une idée réaliste que n'importe qui peut comprendre. Gay? Quoi? Tu veux tirer sur mon doigt pour voir comment ça fait? Ok. Bat? Oh, mais ça marche pas, c'est bizarre! Mais c'est comme s'il y avait plus rien dans mon cul! Il peut plus péter. Pas plus. Parce que prout, c'est du méthane, et le méthane, c'est un gaz à effet de serre, vous voyez? Donc en fait, Oui, ça j'avais compris. Ok. Mais je pense que si on veut agir plus efficacement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, maintenant c'est la responsabilité des politiques. Et c'est pour ça qu'on est là.
Il faut les secouer. Il faut qu'on trouve une idée qui mobilise un maximum de personnes et qui soit partagée dans le monde entier. J'ai. Et qui délivre un message clair, quitte à frapper du poing sur la table. C'est maintenant, messieurs les dirigeants, qu'il faut agir. Demain, ça sera trop tard. De toute façon, c'est trop tard déjà. Stop, Nico, stop. Tu sais pas y faire, laisse-moi faire. Salut, bande de salopes des gouvernements du monde. Vous voyez ça? C'est une putain de planète. Alors vous êtes là? Oui, c'est mon pétrole. Moi, je veux mon pétrole. Bordel, si vous vous mettez pas d'accord, et ben voilà ce qui va se putain de passer. Merde, la planète, elle a un bobo. Trop violent. Faudrait qu'on parte sur un truc plus doux. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on délivre un message de paix. Ouais. Gaël? Quoi? Non. Ah bon? D'autant qu'on n'a toujours pas parlé de la pétition. Pour ça, j'ai ma petite idée. Salut à tous, c'est Kayane. Aujourd'hui, on va tester un tout nouveau personnage dans Street Fighter, Captain Cop 21, et je suis avec son créateur, Nicolas Hulot. Salut. Alors, explique-moi les coups spéciaux de ce nouveau personnage. C'est simple. Avant, arrière, plus R2, et là, il sort une pétition. Tu veux dire des munitions? Non. Une pétition. Je crois que t'as pas conscience que quand des milliers de personnes signent une pétition, c'est hyper puissant, mon truc. Ok, bon. Je viens de gagner. Ah ouais, d'accord. Autre objet étrange, hein, quand on connaît pas Golden Moustache, vous faites vraiment des réunions et des conseils de ce genre? Oui, c'est la version caricaturale de la version ça se passe parfois avec quelqu'un qui veut communiquer, qui nous dit moi mon produit il a ça et ça, je sais pas très bien comment toucher les jeunes. Et nous on dit alors le jeune, ce qu'il regarde, voilà, comment il parle. Mais c'est la version un peu caricaturale, mais c'est disons que l'essentiel des gens qui viennent nous voir, c'est pas ce qu'ils se disent. Ils ont compris un truc de la manière dont on communique avec cette communauté. Donc c'est plutôt des annonceurs qui s'adressent donc à cette communauté, enfin je sais pas, Fanta, Orangina, ce type de oui, il y a ceux qui visent les jeunes, donc les banques, les produits de consommation courante, quasiment tout le monde sauf les automobiles, puisque malheureusement la moyenne d'âge d'achat d'une automobile neuve en France est de 53 ans. Donc on ne travaille pas avec Peugeot et Renault. Encore. Mais, et qu'est-ce que vous leur dites quand, pour expliquer le jeune précisément vous savez, c'est dans une clapiche, le péril jeune, ouais, c'est ça, ce prof de maths qui dit le jeune aujourd'hui a plus envie de... Ouais, se tourne vers l'avenir et l'avenir lui tourne le dos. Et il y a des mecs qui font il reste plus que 20 minutes avant la fin du contrôle maths. Fait chier ce con. Mais précisément, vous l'appréhendez comment? Vous basez sur quoi? En vrai, on se dit juste qu'on publie du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux et qu'on voit revenir le truc en face. Et donc, comme on dialogue, on finit par apprendre un petit peu comme ça, à la fois, pas tellement ce que c'est qu'un jeune, hein, parce que ça te dit comme ça a l'impression qu'on a mis un jeune sous une cloche en verre et qu'on regarde, tiens, le jeune a mangé, il doit être content. Non, mais d'autant plus que c'est élastique comme catégorie. Ouais, enfin, Joseph a parlé de moins de 20 ans, il y a beaucoup de gens qui situent ça plutôt à 30 ans, 35 ans. Mais c'est plutôt, ce qu'on essaie de comprendre, c'est un peu comment fonctionnent les algorithmes. Les algorithmes sont à la fois un peu le reflet d'une forme de sociologie, c'est un peu le reflet aussi de la manière dont ils veulent organiser le contenu, et puis comment ça réagit de l'autre côté, mais c'est toujours un peu surprenant. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit, comment on publie du contenu tous les jours, parfois ça marche pas, parfois on se fait bâcher, parfois ils aiment bien, on finit par avoir une vague idée de ce qu'il faut surtout pas faire. Et c'est vrai que les marques étaient beaucoup dans le contrôle avant. C'est-à-dire que si vous étiez une grande marque de cosmétiques, par exemple, vous mettiez votre pub sur M6 ou sur TF1, et en disant c'est super, mon shampoing 4 en 1, avec le shampoing 4 en 1, mes cheveux ils sont mieux. Et puis voilà, fin de l'histoire, c'est la fin du message. Et là, le message revient, avec les gens qui disent j'ai essayé, ça marche pas, par exemple. C'est pas un exemple que je donne ces gens pour illustrer, où ils commencent à dire ton Samsung, machin, il fonctionne pas. Vous prenez l'exemple, par exemple, de la Redoute. Vous savez, c'était il y a quelques années, il y avait sur leur catalogue online, il y avait des enfants au premier plan, comme ça, sur une photo, puis il y avait un nudiste à l'arrière-plan, quoi. Et parce que je crois le photographe s'est voulu se venger des conditions de tournage de photographie. Donc, bref, je ne sais plus quelle était l'histoire. Et du coup, le web a vu ce truc-là, s'en est emparé, ça a commencé à faire un bad buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux. C'est le genre de truc où les marques n'étaient pas prêtes en fait, à gérer ça. Il n'y avait pas un responsable des réseaux sociaux qui savait comment traiter ce genre de truc. Mais pourtant, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand tout le monde commence à créer des mèmes autour de ce type de contenu, c'est un vrai sujet de communication. Et je sais pas, j'imagine qu'à l'époque, il y a un conseil d'administration, puis il y a un type qui a dit Monsieur le Président, il y a un sujet avec un nudiste sur une photo, il dit bon, débrancher donc Internet, mais qui dit non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Bon, et du coup, nous, notre utilité, elle est là, c'est-à-dire qu'on dit dans ces cas-là, en l'occurrence avec un nudiste, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais on sait un petit peu de quelle manière amener les choses, quoi.
Mais alors, avec Nicolas Hulot, on n'est pas dans l'annonceur classique, enfin, c'est pas simplement la marque qui veut placer son produit, on est à la frontière de l'engagement citoyen, voire de la politique. Là, aujourd'hui, on est déjà entré en campagne électorale. Vous êtes, par exemple, sollicité par des candidats ? Non, on n'est pas du tout sollicité par les candidats, on est sollicité par beaucoup de gens, on est surpris, mais pas par des candidats. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Parce que c'est pas sympa de dire qui, mais il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant c'est formidable ce que vous faites, ce qui est sympa, hein. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des trucs pour la francophonie ou des machins comme ça Nous, la francophonie, ça nous paraissait quelque chose Alors, on ne pensait pas être les meilleurs représentants de la francophonie en France, mais pourquoi pas, hein. Et non, le truc de Nicoléo, c'est pas un truc de business, c'était même pas un engagement parce que c'est trop intellectuel c'est juste un coup de cœur en fait. Je connaissais une jeune femme, Charlotte Delot, qui s'occupait de la communication de Nicolas et qui disait on trouve ça difficile de toucher les jeunes sur cette cause-là en particulier. Et je lui ai juste dit nous ça nous touche et si on peut aider, on est ravis de le faire. Donc c'est un truc pro bono quoi, bénévolement. Et donc on avait demandé à Nicolas Hulot on avait proposé à Nicolas Hulot de venir dans nos locaux. Et puis on avait réuni un peu tous les gens qu'on connaissait, qu'on influence, que ce soit les médias, les youtubeurs, les influenceurs, etc. Puis il avait expliqué ce qu'il raconte très bien. Et à la sortie de ça, on était tous un peu angoissés, parce que c'est un peu un film d'horreur ce qu'il raconte quand même. Et puis il y a une espèce de premier réflexe qui est de se dire non mais il exagère, si c'était si terrible que ça, les gens réagiraient. Comme son argumentaire est bien fait, il vous explique pourquoi les gens ne réagissent pas, alors même que c'est réel ce qui va se produire. Et donc on lui a dit nous on peut pas faire grand chose si ce n'est que on peut faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une vidéo marrante et ça va toucher les gens. Et donc comme le message est très complexe, mine de rien, mais l'écologie en vrai c'est assez compliqué, quand vous rentrez dans le détail de ce qu'il faut faire. Le côté il faut sauver la planète, ça c'est simple, mais après ça devient plus compliqué. Donc on lui dit restons sur ce que les gens peuvent comprendre déjà, et commençons déjà par une forme de sensibilisation. Parce que s'il y a sensibilisation, alors tout d'un coup, c'est comme si on donnait un petit mandat à nos représentants pour pouvoir le prendre en compte dans les négociations. Et, voilà. Mais juste, si vous là, vous étiez sollicité par un parti, vous le feriez ? Non. Non ? Aucun ? Non, parce que je pense que c'est pas notre feuille de route du tout. C'est pas. Non, en revanche, on a trouvé, mais là c'est un truc pas business, c'est genre perso, on s'est dit que c'était sympa de dire oui aux ONG en général. Donc on dit oui à beaucoup de choses parce que c'est sympa de faire même des gens en fait, on l'a pas fait, ça c'est une connerie. Il y avait des médecins de Lille qui nous avaient dit on peut vous faire une vidéo avec vous sur les 5 gestes à faire en cas de si quelqu'un tombe par terre dans la rue, les 5 gestes de secours quoi. On s'est dit, si on le fait, et que ne serait-ce que ça se fera vu par 1 million de personnes, s'il y a un mec un jour à qui ça sert, au moins ça aura justifié pas mal de trucs. Voilà. Non mais quand on se plonge comme ça dans la production un peu océanique des youtubeurs, il y a quand même une question qui frappe, notamment si on regarde les évolutions des formes de l'humour et l'utilisation de l'humour au cours des années. C'est dans quelle mesure le marrant est politiquement d'une signifiant, deux efficace. Si on se rapporte très vite à une histoire de l'utilisation de l'humour dans l'espace public, historiquement c'est une arme politique via la caricature. Plutôt sur la caricature, plutôt sur la subversion, alors que les figures d'autorité, notamment les institutions, c'est plutôt camper des positions de gravité. Si vous regardez Clémenceau, De Gaulle ou Mitterrand, en termes de figures publiques, n'étaient pas forcément il y a les deux trucs, c'est-à-dire que si vous prenez Molière par exemple, c'est vraiment l'humour est conservateur, c'est-à-dire que tout ce qui est différent de ce qu'il connaît, il n'aime pas. Un bourgeois qui veut devenir gentilhomme, une femme qui veut devenir savante, mais ça ne va pas. C'est différentes lectures possibles. Mais... alors que Figaro... En tout cas, c'était un humour de la cour. Donc, ouais, mais alors que Figaro est plus... je trouve que c'est déjà plus progressiste. Quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se bouger, mais vraiment, Molière, c'était... Et puis, effectivement, il y a étitiller les figures d'autorité. Mais ma question, c'est... puisque à travers ce que vous dites, je perçois deux choses. D'une part, c'est cette culture de la dérision en permanence. Enfin, ce que vous décriviez à travers... comment expliquer ce que c'est le jeune aujourd'hui à des annonceurs. Quand même, ça fonctionne beaucoup sur des ressorts de la dérision, c'est-à-dire des prendre de messages vraiment du haut vers le bas, de captation de l'attention, etc. Et ensuite, c'est le registre de l'émotion. Vous parliez de sympa, de coup de cœur, de choses qui vous semblent importantes, enfin, registre émotionnel, et qui sont deux registres qui sortent un peu de la figure politique traditionnelle, type institutionnel, alors même qu'il y a des enjeux politiques au sens très large du terme, qui innervent Google, notamment des enjeux économiques, à savoir
très très basiquement, qu'est-ce que c'est un salarié chez Google, qu'est-ce que c'est un rapport d'exploitation à l'ère du numérique, est-ce que ça existe toujours ou est-ce que c'est renouvelé ou pas. Moi, c'est vrai qu'en regardant à la fois les productions YouTube et en parlant avec des consommateurs de YouTube, j'ai l'impression que ces questions-là qui ont structuré l'imaginaire politique au cours du dernier siècle ont totalement disparu. Les questions d'émancipation, d'exploitation, de libération, etc. En tout cas, nous, on n'a pas de ligne éditoriale, par exemple. On ne dit pas, voilà, il faut écrire sur tel truc ou ça machin. On va juste choisir des gens qu'on aime bien et puis on travaille sur la forme avec eux, en disant, c'est toi qui choisis ton propos, mais on va essayer de travailler un petit peu la forme. En revanche, ce qui nous a frappé, c'est après coup, mais ça c'est a posteriori, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de thèmes récurrents qui sont exprimés par cette génération-là et qui reviennent tout le temps. Ils ont un rapport au travail qui est très différent, qui est très indépendant, pour lequel moi j'ai pas mal d'admiration d'ailleurs, parce que je les trouve plus libérés que ma génération. Ils ont un rapport au digital qui est incroyable, qui est vraiment, c'est le truc de cette génération, c'est le digital. Nous, on a 40% ou 50% de nos sketchs qui parlent de ça. Et de l'interrogation qu'on a par rapport au digital. Vous pouvez retrouver dans Black Mirror, qui est la série culte, je pense, de cette génération, c'est de se dire, est-ce que c'est pas un peu bizarre que je parle autant de temps sur mon téléphone, mine de rien. Le jour où vous arrivez chez vous et votre frigidaire vous dit, écoutez Joseph, vous avez vraiment beaucoup grossi ces derniers temps, je vous déconseille de prendre ce gigot, et que votre monde connecté dit c'est vrai, il a beaucoup de machin, ça va être bizarre à ce moment-là. Pourtant ça va arriver, probablement, à moins que vous n'ayez pas de frigidaire connecté. Mais c'est comme un peu bizarre, et ça c'est une vraie interrogation, se dire est-ce que vraiment les rapports amoureux peuvent être réglés par Tinder, etc. etc. Et c'est une zone sur laquelle il n'y a pas tellement de discours. Alors, il y a quelques philosophes qui écrivent là-dessus, mais... il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'ils les lisent, Petite Poussette et compagnie, je ne suis pas sûr que ça soit ça. Et donc, il y a un espèce de champ libre d'interrogation et de questionnement où justement les youtubeurs se sont emparés de ce truc-là et posent les questions. Nous, on a un sketch, par exemple, où on s'amuse à faire dialoguer 2 téléphones en mode Siri, par exemple. C'est vrai que c'est bizarre, je ne sais pas, ça a déjà traversé l'esprit, non. Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire et en fait, les 2 téléphones deviennent des robots et disent on va détruire la race humaine et ils partent en courant comme ça. Et je trouvais assez marrant celui-là parce que il y a cette vraie angoisse de est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on est en train de faire là. Mais une vraie angoisse, mais un pessimisme plutôt rigolard. Contrairement à Black Mirror, qui a vraiment une vision assez paranoïaque des technologies, donc qu'on peut regarder sur YouTube, pardon, pas sur YouTube, mais sur Netflix, pour ceux qui se demanderaient, qui est une excellente série, qui a sa 3e saison, mais qui a vraiment une vision paranoïaque un peu angoissée. Là, même s'il y a des questionnements par rapport à la contemporanéité du digital, c'est toujours avec le sourire, c'est toujours avec un smiley. Ouais, encore que un truc qui nous fait un peu bizarre récemment, c'est qu'on fait des sketchs sur des trucs. Vous savez, le principe de sketch, souvent, c'est et si tel truc. Et on fait et si. Et puis les trucs arrivent. Par exemple, on s'est dit, ça serait marrant s'il y avait une appli qui te permette de louer des potes quand t'as pas de potes. Et là, l'appli, elle a été lancée aux États-Unis. Pas à cause de nous, mais je pense que c'est vraiment là. Et puis on s'est dit, un truc qui nous faisait marrer, c'est s'il y avait une école supérieure du porno, par exemple. Il y en a une qui a été lancée par Rocco Siffredi. Et donc on se dit, il porte la moustache ou C'est bizarre le moment où en fait une idée débile devient un business en fait. Et c'est vrai que le taux d'accélération en termes de création, d'innovation, de diffusion des innovations est incroyablement rapide. C'est-à-dire que pour moi, la voiture automatique, par exemple, c'est un truc de science-fiction. Donc Blade Runner, je veux bien, mais là, on nous explique que ça sera dans 5 à 10 ans, ou ça sera mass market, et ainsi de suite. Donc c'est un moment un peu particulier, je trouve, en termes de créativité et d'innovation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que les rapports des générations par rapport à ça sont inversés. C'est-à-dire que historiquement, on apprend, le parent apprend à son enfant à lire. Là, c'est plutôt l'enfant qui apprend aux parents à décoder l'univers du digital ou à utiliser sa machine, etc. Ouais. Et alors des fois ça fait des rencontres étranges, j'aimerais qu'on termine cette émission en regardant un dernier extrait. Alors là on quitte totalement Golden Moustache, on revient sur un épisode qui s'est passé en septembre dernier auprès de la Commission européenne où sur le modèle de ce qui existait aux États-Unis où Obama était des fois interviewé par des jeunes youtubeurs, l'attaché de presse de Jean-Claude Juncker avait demandé à YouTube de lui organiser une rencontre avec plusieurs youtubeurs et notamment une qui s'appelle Laetitia et ça a donné ça. C'est déjà une question hyper difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment, tu ne veux pas non plus te mettre et la Commission européenne et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu ne comptes pas faire long feu sur YouTube. Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce ne serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque ?
Je m'appelle Laetitia et j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle je parle de mon mode de vie écolo-bio. YouTube m'a contactée pour que j'interviewe Juncker, le président de la Commission européenne. L'idée de YouTube, c'était de reproduire en Europe ce qu'ils font déjà aux États-Unis avec Obama. J'ai été choisie parce que j'avais déjà travaillé avec eux sur un super projet avec des jeunes de banlieue. Et j'ai été super emballée par ce projet parce que je me suis dit que c'était une occasion unique de pouvoir amener un vrai message et le message des jeunes au président de la Commission européenne. Du coup, j'ai sollicité un maximum de monde sur Internet pour pouvoir avoir les questions que les jeunes se posent vraiment. Au moment de préparer l'interview avec YouTube, je me suis rendu compte qu'ils attendaient de moi que je pose des questions super lisses et que le but de tout ça, en fait, c'était de faire une grosse publicité à Juncker. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, à la base, YouTube m'avait promis que je pourrais poser les questions que je voulais. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions importantes qui passaient pas très bien. Au début, je me suis rendu compte que YouTube cherchait à m'influencer gentiment. Puis, c'est allé un petit peu plus loin et je me suis sentie menacée à un moment donné. Mais ça, donc, comme je te dis, on va en parler à Natacha. Hein. Donc il y a toujours un risque qu'il y ait un red flag. Il y a un red flag, ça veut dire quoi? Red flag, drapeau rouge, on ne peut pas le faire. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne, et YouTube, et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu comptes pas faire long feu sur YouTube, mais Bah, ce qu'on voit avec cette vidéo, c'est vraiment que YouTube est sorti de ses ornières un petit peu, alors que jusque-là, on évoquait YouTube vraiment comme un continent un peu enfoui. Là, il y a un certain nombre d'institutions très très classiques, notamment les institutions politiques, qui s'en emparent. Et YouTube a une position très très ambivalente. YouTube et Google très très ambivalentes par rapport à ça, puisque à la fois, ils essayent de proroger l'utopie communicationnelle, du digital, très horizontalisé, pardon, je vais y arriver, assez dépolitisé finalement, avec des attentes et des tentatives d'instrumentalisation plus neuves qui sont un peu pernicieuses et un peu contradictoires avec cette utopie première de YouTube. Donc je sais pas, je suppose qu'à Golden Moustache, en tant que collectif, vous posez aussi ces questions-là, de ménager à la fois l'utopie de liberté du digital et du numérique avec des exigences qui peuvent être politiques et économiques. C'est vrai. Et pour dire les choses très rapidement, le vrai sujet économique, c'est qu'en fait, c'est une génération qui n'aime pas la pub. Et ça se manifeste par le taux d'adoption des adblocks. Et pourtant, 40% des gens qui naviguent sur YouTube ont des adblocks, donc qui empêchent la diffusion de vidéos des annonceurs. Ouais. Bon, bah du coup, on va mettre cette émission sur Mediapart et aussi sur YouTube, hein, parce que c'est le cas de tous nos contre-champs. Merci beaucoup, Adrien Labastia, d'avoir fait un détour par le passage Brelon. Et nous, on se retrouve dans quelques temps pour un nouveau contre-champ. Merci beaucoup.